Ça va être un sacré soulagement parce que c'est pas drôle, ça n'intéresse personne, ça a aucune valeur ajoutée la saisie. Donc là, la machine, elle aide l'humain, elle l'aide à s'élever, à s'extraire de ces tâches qui sont aliénisantes. Enfin, c'est une T'as raison, catastrophe. ça va quand même être ça va être un sacré bouleversement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On fait le bilan par Impulsa. Je suis Grégoire Proust, CEO du groupe Impulsa. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'IA générative et la comptabilité et de se dire finalement à quoi on peut s'attendre d'ici 5 ans dans le secteur de la comptabilité avec l'IA générative. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Cavazza aujourd'hui. Et Frédéric, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour, merci pour cette introduction, merci également pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis Frédéric Cavazza, ça fait presque 30 ans maintenant que je travaille dans le numérique. J'accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, j'essaye de les conseiller, de les rassurer, de les orienter dans ce paysage qui évolue en permanence, puisque depuis le début de ma carrière, voilà, j'ai connu l'arrivée du web, l'arrivée du commerce en ligne, des médias sociaux, des smartphones, j'ai connu la blockchain, le métavers. Et là, en ce moment, sur ces 3 dernières années, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA générative. Et t'es encore vivant en ayant vécu tout ça. Oui, bien sûr. Ah bah c'est stimulant parce qu'il se passe toujours quelque chose et surtout, on a toujours besoin d'expliquer et de se référer au passé, notamment sur cette histoire d'intelligence artificielle et de comptabilité. On a souvent tendance à oublier qu'en fait, c'est une longue histoire d'amour parce que ça fait presque 30 ans qu'on utilise l'IA dans la comptabilité. Pas sur les mêmes systèmes que ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de remettre ça dans une perspective historique, voilà, d'expliquer que l'approche d'intelligence artificielle qui repose notamment sur des règles métiers qu'on appelle l'IA symbolique, ça fait 30 ans que ça existe dans les logiciels comptables, donc ça marche, on n'y touche pas. L'approche statistique qui repose sur l'analyse de grands volumes de données, ça aussi, ça fait 10-15 ans qu'on l'utilise, ça marche, on n'y touche pas. Donc toutes les interrogations qu'on va avoir aujourd'hui, toutes les réflexions que l'on va produire tous les deux, ça porte bien sur l'IA générative, donc c'est sur ces fameux modèles probabilistes qui sont compliqués à comprendre, à appréhender et pour lequel on est un petit peu dans le flou de savoir comment ça va évoluer, comment on doit les utiliser. C'est bien pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour ta présentation et merci d'avoir un peu, nous avoir tous un peu donné de l'appétit pour le sujet. Moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec toi, c'est d'abord faire un état des lieux un peu. Où est-ce qu'on en est de la relation IA générative comptabilité aujourd'hui, que ça soit pour des experts comptables ou des directeurs financiers / directeurs comptables. Donc moi, ça c'est le premier point. Pour parler d'un sujet, il faut faire un état des lieux. Donc c'est ce que je voudrais qu'on fasse tous les deux. Ensuite, je voudrais qu'on voit finalement concrètement la comptabilité, elle est divisée en plusieurs grands domaines. La tenue, le déclaratif, la fiscalité, l'établissement des états financiers. Donc concrètement, pour chacun de ces domaines, euh, quels sont les outils, quels sont les cas d'usage, euh, finalement, qu'est-ce qu'on va être, enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans 5 ans avec l'IA et quel va être l'impact de l'IA sur chacun de ces domaines. Donc ça, très intéressant. Et je pense que ça ne va pas intéresser que moi. Donc vraiment très preneur de tes conseils, de ta vision en tant qu'expert. Et ensuite, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on se penche un peu sur finalement quelles sont nos perspectives et qu'est-ce qu'aujourd'hui doit faire un cabinet d'expertise comptable ou un directeur financier ou un directeur comptable pour anticiper tous ces changements. Alors, pour les anticiper d'un point de vue technique, pour les anticiper d'un point de vue humain, puisque derrière, on sait, on va en parler plus largement, mais bien sûr, il y a des impacts humains, et aussi par rapport à ses clients, puisque son travail va changer. Ça peut être un client pour un cabinet d'expertise comptable, ça peut être un management ou des actionnaires pour un directeur financier. Donc voilà, moi, c'est l'ensemble des sujets-là. Si tu l'acceptes, mission impossible, que je souhaite aborder avec toi, tout simplement. Et donc, sans plus attendre, si tu es d'accord, je voudrais qu'on traite du premier point, à savoir l'état des lieux. Donc, est-ce que tu pourrais me dire un peu, selon ton expertise, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est d'un point de vue cas d'usage et d'un point de vue outil?
En termes d'outillage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'on utilise l'intelligence artificielle dans le domaine de la comptabilité, notamment pour faire de la numérisation des pièces avec des techniques de reconnaissance de caractère qui commencent à être sacrément au point. Donc OCR, ce qu'on appelle tous Complètement. vulgairement un OCR. Complètement, avec notamment tout ce qui est classement ou pré-classement, on va dire, des dépenses, les ventiliers dans les bonnes classes comptables. Également, tout ce que l'on va retrouver dans les logiciels actuels pour pouvoir commencer à traiter en amont, on va dire, toutes les saisies. Donc, tout ça, ça existe depuis des années et ça commence à être sacrément bien maîtrisé. En revanche, on va trouver des choses nouvelles. Notamment, on va avoir, grâce à ces fameux modèles génératifs, la possibilité de faire de la recherche documentaire, je ne vais pas dire mieux qu'avant, mais différent. Donc ça va pouvoir, on va avoir des outils qui vont répondre à des questions différentes. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va également pouvoir faire des contrôles de premier niveau, notamment essayer de détecter des anomalies. Et ça, c'est également nouveau. Donc on est dans une phase d'enrichissement des fonctionnalités. Donc contrôle de premier niveau, juste pour peut-être ceux qui sont un peu moins initiés que toi, je te dis un truc, je te donne un exemple vulgaire. J'ai une comptabilité, pendant 10 mois, j'ai saisi une dépense de loyer, parce que j'ai un loyer récurrent qui tombe dans la société pour laquelle je fais la comptabilité. Et puis, par exemple, j'oublie de comptabiliser la charge de loyer des 2 derniers mois de l'année. Et là, aujourd'hui, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'IA, de par son avancement actuel, l'IA générative dans la comptabilité, de par son avancement actuel, est capable de me mettre une alerte de premier niveau qui me dit « Ah, Grégoire, là, il te manque un loyer novembre-décembre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu as résilié ton bail? Ou est-ce que tu as oublié, tout simplement ?» Donc, est-ce que tu me confirmes que c'est bien ça ce que tu entends par contrôle de premier niveau? Tout à fait. On va pouvoir mettre en place des agents intelligents qui vont s'exécuter de façon automatique et qui vont faire de la surveillance et de la détection d'anomalies. D'accord. Et après ça, on va pouvoir, par exemple, utiliser ces fameux outils de recherche documentaire que j'ai mentionnés, où on va tout simplement poser une question à un chatbot en lui disant « Remonte-moi les derniers loyers qui ont été saisis » et il va trouver les documents. Ok. Donc plutôt que de manipuler des filtres, des formulaires, là on va simplement énoncer un besoin qui va être couvert. D'accord. Et donc, aujourd'hui, dans les cabinets d'expertise comptable ou chez les comptables ou responsables administratifs et financiers de sociétés, moi, j'entends dire que ces acteurs utilisent 2 choses. Ils utilisent des outils que j'appellerais généralistes, hein, donc ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft. Voilà, donc ça, c'est les 4 outils qui doivent couvrir 80-90%, voire 95% des utilisations ou des cas d'usage. Voilà. Et après, ils ont des outils métiers. Donc, on voit que les éditeurs de logiciels, hein, que ça soit, on va pas faire de pub aux uns aux autres, mais Penny Lane, Cegid, Agiris, voilà, tous ces éditeurs avancent aussi sur un certain nombre de choses. On en est où là-dessus? Est-ce que on reste sur le premier niveau que tu as cité? Comment, toi, peut-être dans tes clients ou même en discutant avec d'autres experts comptables, parce que je sais que tu fais des voilà, t'animes des formations, et voilà, comment on utilise ces choses-là aujourd'hui? Quelle est ta vision? On progresse. Okay. Déjà d'une part sur les chatbots généralistes, donc tu as cité les 4 principaux hein, qui sont ChatGPT, Claude, Gemini et Copilot. Donc on a des modèles qui progressent, qui sont de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus capables. En revanche, il faut savoir poser les bonnes questions et il faut savoir formuler correctement son besoin. Donc là, si on a eu une première phase de découverte de ces chatbots avec des questions et des réponses, voilà, des questions qui étaient posées et des réponses qui étaient affichées, cette première phase-là est terminée. Si l'on veut progresser, il faut pouvoir mieux formuler son besoin, donc il faut avoir des techniques de prompt un petit peu plus pointues. Et là, on va dire que les utilisateurs avancent plus lentement que les éditeurs qui, eux, continuent à sortir toutes les semaines des modèles de plus en plus puissants. D'accord. Donc, on y reviendra après, mais une des premières choses que pourraient faire les comptables en général, hein, donc encore une fois, quand je dis comptable aujourd'hui, c'est que je parle des comptables en cabinet ou des comptables dans des sociétés. La première chose qu'ils devraient, entre guillemets, apprendre à faire, c'est apprendre à prompter ou prompter mieux. Exactement. C'est utiliser des techniques de prompting qui sont un peu plus structurées, un petit peu plus pointues, pour pouvoir bénéficier des avancées des derniers modèles. Sinon, bon...
j'imagine que tout le monde a plus ou moins testé déjà voilà, ces Oui, outils-là. oui, bien sûr. Ok. Après ça, on a effectivement les outils spécialisés, et là encore une fois, ça va mieux. Donc il y a un progrès qui est constant. On est sur des outils qui sont plus stables, qui sont plus fiables, qui sont plus performants. Soit ils sont plus chers, d'accord? Donc un abonnement de ChatGPT, c'est 20 € par mois. Un abonnement à, je sais pas, le chatbot Expert Chat des experts comptables, c'est un petit peu plus. Je ne dirais pas le prix, mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus. Ok. Ceci étant dit, ça ne rend pas du tout le même service. Donc on a effectivement des réponses qui sont beaucoup plus pointues, et ça a de la valeur, donc le prix est justifié. Ok, très bien. Bon, écoute, donc on a fait un peu l'état des lieux sur les cas d'usage, sur les outils. Ok, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Maintenant, parlons un peu de l'état des lieux au niveau des limites. Limites, obstacles, tu appelles ça comme tu veux. Moi, je vois deux types d'obstacles. Je vois des obstacles techniques et je vois des obstacles que je qualifierais plus professionnels et réglementaires. Voilà, quels sont selon toi, voilà, en tant qu'expert sur le sujet de l'IA, les obstacles, je vais y arriver, pardonnez-moi, les obstacles techniques que l'on rencontre aujourd'hui? Eh bien, c'est grosso modo les mêmes qu'on a toujours eus, c'est sur la qualité des données. C'est que si on veut faire analyser des fichiers à des chatbots, chose qu'ils font extrêmement bien, il faut au préalable s'assurer que les fichiers soient de bonne qualité. Donc effectivement, quand vous lui transmettez une grille Excel, attention, le chatbot ne va pas forcément aller vérifier sur tous les onglets, et si vous avez des formules qui sont, on va dire, mal formulées, ou si on a voilà, des sommes avec des arrondis qui sont mal faits, ça malheureusement le chatbot ne pourra pas le compenser. Ok. Donc c'est important de s'assurer qu'il y a une bonne qualité dans les données entrantes, notamment dans les contenus, que ça soit bien évidemment sur les grilles Excel qui est le talon d'Achille, mais également sur tous les autres fichiers, par exemple le format PDF. On pense à tort que c'est un format universel, mais tout dépend comment l'information est structurée sur les pages d'un fichier PDF. Un chatbot peut tout à fait passer à côté d'informations importantes, tout ça parce que ce n'est pas dans une mise en page logique et qu'on a voulu faire un beau document plutôt qu'un document voilà, parfaitement lisible par une machine. Donc Ok. ça, malheureusement, voilà, il faut faire attention à la qualité des données. L'autre obstacle technique, c'est également sur la récupération et la manipulation des données. C'est que si vous utilisez des outils supplémentaires, que ce soit des chatbots généralistes ou que ce soit des outils spécialisés, donc qui exploitent l'IA, s'ils ne sont pas intégrés dans votre système d'information, ça veut dire qu'il faut extraire des données, qu'il faut les réimporter. Donc ça fait des manipulations, ça fait des fichiers qu'on s'envoie par email, qu'on met sur des clés USB ou autres sur des réseaux, et il y a forcément de la perte. C'est qu'une question de temps. Il y a forcément des erreurs de manipulation qui sont faites à un moment ou à un autre. Ok. Si je résume, on a un problème de structuration de la donnée en amont de l'utilisation de l'IA. Oui, structuration, manipulation ou circulation de la donnée. Oui. Ok. Ok, hyper intéressant. Après moi, d'un point de vue obstacle, en tant qu'expert comptable, je suis confronté à plusieurs sujets. Le premier, il est évident, c'est la sécurité de la donnée. Alors, c'est la sécurité de la donnée interne de notre cabinet, Impulsa. Voilà, ok, admettons, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros problème, nous, c'est la confidentialité de la donnée client. Donc, aujourd'hui, il est très très clair pour nous que c'est hors de question d'aller mettre de la donnée client dans le cloud, dans des IA dont on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants techniques. Ça, c'est hors de question. Donc, nous, on a un gros sujet de sécurité de la donnée et de sécurisation de la donnée. Donc, comme on est une profession qui peut être parfois prudente, on va être limité par ce point-là. On se dit qu'on pourrait faire plein de trucs, mais on se dit, attends, je vais quand même pas, la donnée de mes clients, c'est clé, c'est mon trésor, je vais très certainement pas aller la mettre comme ça dans une IA ou dans une solution qu'on a énoncée tout à l'heure, qu'elle soit généraliste ou spécialiste, hors de question. Donc du coup, on se bride un peu. On se freine, on se dit mais alors attends, il faut que je l'anonymise avant, donc ça devient plus compliqué, donc on en revient à un sujet de structuration finalement, pour sécurisation de la donnée, ça c'est la première chose. Ensuite, on a des règles RGPD, donc les règles RGPD, elles sont ce qu'elles sont contraignantes pour nous, elles sont contraignantes pour nos clients, elles sont contraignantes si par exemple on fait la paye de nos clients, elles sont contraignantes aussi pour les employés de nos clients. On doit respecter la RGPD tout le long. Et d'ailleurs, je crois qu'on en parlait ensemble, je crois qu'il y a des évolutions récentes sur la RGPD qui vont peut-être pas aller dans le bon sens. Et oui, alors
Ils promettent de simplifier, entre autres, le RGPD, mais également d'autres paquets législatifs, notamment le DMA, le DSA, l'AI Act et ainsi de suite. Le plus embêtant, c'est qu'on n'est pas sur une base stable. Donc le RGPD, on a mis 5 ans à comprendre quels étaient le périmètre, comment est-ce qu'on allait pouvoir se dépatouiller avec ça. Aujourd'hui qu'on comprend, patatras, ils veulent tout simplifier, ils veulent tout changer, donc ça va remettre de la charge de travail. Ok. Bon, on va attendre de voir exactement ce qui va sortir de cette nouvelle directive, des nouvelles réglementations. Bon, l'autre problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est bien, ça te permet de faire un peu tout ce qu'on a dit par rapport à l'état des lieux, mais aujourd'hui, ça remplace pas le tampon d'un expert comptable, ou ça remplace pas la signature d'un directeur financier qui s'engage sur ses données auprès de ses actionnaires ou auprès de son management. Donc là, pareil, on a un peu une limitation, c'est-à-dire qu'en bout de chaîne, il faut un responsable. Voilà. Et le responsable, aujourd'hui, ça ne sera pas l'IA. Donc voilà un peu, tu vois, je pense, obstacles techniques, tu en as parlé. Là, on parle un peu des obstacles professionnels / réglementaires. Il y a un dernier obstacle aussi, c'est la montée en puissance des ressources qui utilisent tout ce qui va être IA générative. Hein. Donc, notamment quand on est dans le service, les employés, les salariés, enfin toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, on a un plafonnement généralisé des ressources. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas formés. La technologie va plus vite, entre guillemets. Hein, beaucoup plus vite. Et donc, très clairement, là aussi, y a une limitation. Ça crée effectivement un goulot d'étranglement parce qu'aujourd'hui, dans toute entreprise, surtout les petites, chaque salarié a droit à 1, 2, peut-être 3 jours de formation par an, mais ce n'est pas du tout suffisant, il en faudrait beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus pour former aux outils, donc comprendre ce à quoi ils servent et comment bien les utiliser, comprendre également ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire. Et ça relève, si tu veux, de la conduite du changement, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans l'inconscient collectif, elle fait peur. C'est Terminator, c'est la machine qui est méchante, qui est malveillante. Donc, on a ce problème de serpent qui se mord la queue. C'est que comme ça fait peur, on ne veut pas en entendre parler. Comme on ne veut pas en entendre parler, on ne se forme pas. Et comme on ne se forme pas... Ou pas assez. Ou pas assez. Et on en a encore plus peur à mesure que la technologie progresse. Donc, on a ce cercle vicieux. C'est problématique. Alors ça, sur la vision à 5 ans, tout à l'heure, sur la dernière partie, justement, on essaiera de se mettre à la place des experts comptables et des directeurs financiers pour se dire, sur ces sujets de la période un peu transitoire où il faudra traiter à la fois ces sujets, mais en même temps monter en compétence sur l'IA, comme tout le monde va devoir monter en compétence, à un moment, qui va faire le travail de tout le monde? Voilà, donc ça, on en parlera un peu plus tard. Ok, donc moi, je pense que sur l'état des lieux, on y voit beaucoup plus clair. Je te remercie pour tes éclaircissements. Là, l'idée maintenant, c'est de se dire aujourd'hui, l'expertise comptable ou la comptabilité d'entreprise, il y a 3-4 grands domaines. Okay, il y a tout ce qu'on appelle la tenue comptable, donc l'enregistrement des opérations de l'entreprise quasi au quotidien. Okay, il y a ensuite tout ce qui va être déclaration fiscale ou déclaratif. Okay, ensuite, il va y avoir tout ce qui va être production des états financiers, ce que les gens appellent vulgairement le bilan annuel. Voilà. Et après, pour les entreprises qui en font, toute la partie un peu que j'appellerais de reporting financier. Voilà. Donc ça fait 3-4 grands domaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de débattre avec toi des impacts sur chacun de ces domaines, entre guillemets, qu'est-ce qui va ou est déjà automatisé par l'IA générative, okay, domaine par domaine, et qu'est-ce qui, au contraire, ne l'est pas et peut-être ne le sera pas, parce qu'à un moment, il va falloir d'autres inputs que celui de l'IA générative. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, domaine par domaine. Donc, si ça te va, on peut commencer par les sujets de tenue comptable. Donc, selon toi, qu'est-ce qui va être ou est automatisé facilement par l'IA générative sur tout ce qui est tenue comptable? Sur la tenue comptable, comme je l'ai expliqué en tout début, il n'y a pas que l'IA générative qui rentre en ligne de compte, il y a l'IA traditionnelle, celle qu'on utilise depuis 20-30 ans. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'on a quand même pas mal de tâches comptables qui sont déjà automatisées. Donc ça tourne et ça tourne bien. Donc on a de moins en moins de saisie, on a de moins en moins d'extraction
d'informations et de données des documents. On a des taux d'erreur qui sont de plus en plus bas. On arrive à faire aujourd'hui de l'affectation comptable qui est de plus en plus précise. On arrive à faire de la très bonne gestion de la TVA. On arrive à faire du très bon rapprochement bancaire. Donc tout ça, ça progresse. On y va ça s'améliore de jour en jour, tout comme la détection d'anomalies. Donc ça, c'est quelque chose qui tourne et qui progresse régulièrement, c'est certain. Vraisemblablement, ça va apporter des gains de productivité aux cabinets comptables ou alors aux grandes entreprises qui assurent une partie de ces tâches en ce moment. Donc, les gains de productivité, je ne vais pas donner de chiffres parce que c'est variable, mais on peut s'attendre à quelque chose quand même de très, très, très intéressant. Donc, Alors, je rappelle, la tenue, aujourd'hui, il y a certains cabinets d'expertise comptable et certaines directions financières peu ou pas digitalisées. Le temps de tenue comptable versus le temps global passé sur la comptabilité des clients ou de leur société, ça peut représenter 40%. 40% du temps. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont en train d'être totalement mangées, entre guillemets, par l'IA, et mangées avec des taux d'erreur très satisfaisants, ou qui vont être mangées avec des taux d'erreur très satisfaisants. Donc ça va quand même être un sacré bouleversement. Ça va être un sacré soulagement parce que c'est pas drôle, ça n'intéresse personne, ça n'a aucune valeur ajoutée la saisie. Donc là, la machine, elle aide l'humain, elle l'aide à s'élever, à s'extraire de ces tâches qui sont aliénisantes. Enfin, c'est une catastrophe. Raison. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Là, il est carrément plein, donc ça n'est que du bon. Donc imagine un peu si on arrive à gagner 30 à 40%, si on arrive à économiser 30 à 40% du temps des métiers de la comptabilité, mais c'est la révolution. Okay. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps gagné ? Là, effectivement, on a un enjeu de réaffectation de ces tâches. C'est essayer de développer d'autres activités ou du moins de correctement faire d'autres activités qui étaient négligées parce qu'on passait trop de temps sur la saisie, ce genre de choses, le rapprochement. Ok, donc la tenue, tout ce qui va être tenue comptable à 5 ans, moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de se dire, c'est que de manière très probable, il y a un grand pan, 95% on dira, qui va être réalisé avec l'aide de l'IA générative. Alors du coup, moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce qui ne va pas l'être ? C'est-à-dire dans quel cas on va, je pense peut-être notamment à tout ce qui va être des comptabilités très complexes ou si tu veux, peut développer en nombre donc des activités de niche, la comptabilité agricole, par exemple. C'est peut-être des choses qui ont tellement de particularités, de technicité, ou la comptabilité de audiovisuel. Tu vois, je pense à des choses qui, en volume, ne représentent pas, par rapport au nombre de dossiers comptables, une volumétrie pharaonique, mais c'est des petits microcosmes avec plein de petites règles, des exceptions, des particularités. Et donc là, voilà, est-ce que cet atypisme de certains business fait que ça va être un peu plus complexe je parle de la tenue comptable, d'ubériser, entre guillemets, avec l'IA générative, ces sujets-là, quoi. Moi, je pensais à ça, mais tu peut-être... Oui. Voilà ma réponse. Voilà. C'est qu'effectivement, sur les cas les plus simples, la progression de quelle est la part de ce que l'on va automatiser, elle va être très rapide, d'autant plus que, je te le rappelle, d'ici à 5 ans, on a déjà les tickets de caisse dématérialisés, on aura la facture électronique, on aura l'euro numérique, donc toutes les erreurs de saisie, tout ça, ça va disparaître. Donc a priori, dans 5 ans, on peut s'attendre pour une comptabilité simple à une couverture quasi totale de toute la tenue comptable. Okay. Après ça, bien évidemment qu'on a tout un tas d'entreprises atypiques avec des activités dont certains pans sortent de la norme, de la moyenne, où là, le temps d'adaptation des machines sera un petit peu plus long. Okay. Mais petit à petit, on va y venir à arriver à couvrir une majorité des cas. D'accord. Simplement, ça ne sera pas à un horizon de 2 à 3 ans, ça sera plus long. Ok. Et alors moi, je pense à autre chose qui est peut-être un peu plus quali, un peu moins technique, c'est l'interprétation d'un contexte particulier. Je vais faire une tenue comptable dans un contexte, j'en sais rien, de succession, de liquidation, des contextes très particuliers qui peuvent parfois nécessiter des discussions avec des tiers, un notaire, un avocat, voilà. Il va y avoir un sujet, je sais pas, il va y avoir
comment dire, des épiphénomènes ou des événements particuliers qui vont faire que peut-être que l'IA générative va être plus perdue que sur un cas classique. Je t'enregistre une Il y en facture a EDF. toujours. Il y en Voilà. a toujours des cas j'ai plusieurs sociétés qui sont tenues par des cabinets comptables différents, qui n'ont pas forcément les mêmes systèmes, qui ne se parlent pas forcément. Il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours un petit peu de contextuel. Ah, monsieur, je vois vos charges qui augmentent. Ah bah oui, mais c'est parce que le prix de l'électricité augmente. Ah d'accord, je comprends mieux. Voilà, donc c'est ce genre d'interprétation où effectivement, là, il va falloir fournir aux IA génératives toujours plus de contexte pour qu'elles puissent Ok. faire une analyse correcte. Ok, donc ça veut dire que nativement, elle va pouvoir comptabiliser le fait que, enfin, on verra au travers de la comptabilité faite par l'IA générative, la tenue, que la facture d'électricité augmente. Par contre, elle ne saura pas te dire est-ce que c'est un effet prix, un effet volume, est-ce que c'est Complètement. un contexte particulier parce qu'en Ukraine, il s'est passé ci, ça. Voilà. Donc, il va Complètement. falloir lui dire, l'alimenter, etc. Exactement. Et tout ça, ça se fera très probablement encore par l'être humain, celui qui prompte ou celui qui donne des indications. Et pour tout ça, il va falloir s'assurer qu'on a de la donnée de bonne qualité. Ok. On en revient toujours aux mêmes questions. Ok. Écoute, très clair sur la partie tenue. Le deuxième grand domaine qui va nous intéresser, c'est les sujets de déclaration fiscale. Donc, qu'est-ce que j'entends par déclaration fiscale ? Un expert comptable, un comptable en entreprise, ils font tout un tas de déclarations. Voilà, tout le monde le sait. Déclaration de TVA, déclaration d'impôt société, déclaration de CVAE, déclaration de DAS2. En fin d'année, ils font des liquidations d'IS, ils font des liasses fiscales. Enfin bon, voilà. Bienvenue dans le monde des comptables en entreprise ou des experts comptables. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est automatisable ? Et demain, demain et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne le sera pas ? C'est-à-dire, quels sont les champs dans la partie déclarative du comptable qui nécessiteront encore un input autre que celui de l'IA générative. Si mes connaissances sont exactes, il me semble que ça fait au moins 20 ans qu'on fait de la GED, de la gestion électronique du document. Ça fait tout aussi longtemps qu'on a des systèmes experts qui sont capables de remplir des formulaires et de faire ce type de travail. Donc, l'automatisation de ce second pan, le pan déclaratif, il a commencé il y a très longtemps et il se poursuit et on va arriver encore une fois petit à petit jusqu'à automatiser quasiment 100% des déclarations. Ça, a priori, ça n'est que du progrès informatique. Alors, que entre guillemets, parce que respect pour les informaticiens, ils font du très bon boulot et voilà, c'est grâce à eux qu'on a ces systèmes qui progressent, mais là, on a une progression linéaire. En revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est ne pas travailler que sur la déclaration, mais aussi sur l'anticipation. Et là, on va avoir des choses intéressantes. Quand on est, par exemple, sur une période d'incertitude comme aujourd'hui, avec des députés qui inventent des lois toutes les semaines, parce que sûrement qu'ils s'ennuient ou qu'ils n'ont pas d'autre solution. Voilà, donc c'est « Ah bah tiens, on va taxer les holdings. Ah bah tiens, on va faire revenir l'impôt sur la fortune, mais pas que immobilière. Ah bah ici, on taxait les entreprises sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Ah, ici, on taxait la production des robots. » Voilà, donc tout ça, ce sont des hypothèses qui sont émises avec une législation qui peut aller assez vite d'une année sur l'autre. Tu as raison, particulièrement en France, où on a une instabilité des textes sociaux, fiscaux, où il y a beaucoup de changements. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Et quand bien même les lois sont votées, on peut revenir sur les lois ou on peut les bloquer. La fameuse loi de finances rectificative. Exactement. Effectivement, la réforme de la retraite. Mais si on met un peu les sujets politiques de côté, c'est très très intéressant ce que tu dis. Dans un contexte changeant, il faut rassurer les clients, ou il faut rassurer ses actionnaires. Il faut pouvoir anticiper, donc il faut pouvoir faire des simulations d'impact en fonction d'eux. Et c'est là où effectivement l'IA générative et toute la puissance des modèles génératifs de dernière génération est intéressante. C'est que un comptable ou profession assimilée va pouvoir être proactif. C'est-à-dire, si on a une discussion qui naît à l'Assemblée sur
Et si on taxait les entreprises sur le chiffre d'affaires, il faut qu'ils puissent faire une simulation, il faut qu'ils puissent fournir des explications de manière proactive ou quasiment la semaine suivant le début des discussions à l'Assemblée de ce genre de choses, ils puissent communiquer, envoyer un petit brief ou communiquer, commencer à dialoguer avec ses clients pour l'expliquer, rassurer et surtout évaluer l'impact potentiel. Ok, donc j'essaie de résumer un peu l'idée là que tu viens de développer, qui est vraiment très intéressante. Ce que tu es en train de dire, c'est que demain, un comptable en entreprise, si son actionnaire, son directeur financier ou un collaborateur comptable en cabinet d'expertise comptable, si son client ou l'associé du cabinet, tous ces gens-là, si on leur dit « calcule-moi l'impact de la nouvelle taxation sur les holdings pour l'ensemble de nos clients ou pour ces clients-ci », en lui donnant une data structurée, on y revient, tu es en train de nous dire que avec la puissance des outils actuels et si on donne aux outils actuels une donnée structurée, on est capable. Tout à fait, on peut le faire et surtout, le plus important, c'est qu'on peut l'industrialiser. Ok. C'est ça la question, c'est... On est plus dépendant d'une expertise. Si je suis un expert comptable consciencieux, j'entends parler à l'Assemblée d'une potentielle loi, je me renseigne moi-même, je rédige un brief et je l'envoie à mon plus gros client. Ça, on sait le faire déjà. Ouais. La question, c'est est-ce qu'en moins d'une semaine, je peux faire un brief, je peux adapter ce brief à la situation de chacun de mes clients et lui envoyer de façon proactive. Ok. Et donc, c'est ça la clé. Ok, donc ça, aujourd'hui, avec la puissance des outils actuels, on pourrait le faire. Oui, on pourrait. Ok, bon, donc là, tu viens de jeter un pavé dans la mare. Ok, hyper intéressant. Bon, on a aussi la facture de la réforme électronique. Hein. Donc la facture de la réforme électronique, demain, les déclarations, elles vont se faire toutes seules, en tout cas sur la partie chiffre d'affaires. On l'espère. On l'espère. Ça a été long à se mettre en route, mais là, on est en plein dedans. D'ailleurs, toutes celles et ceux qui écoutent, choisissez rapidement votre PDP et votre PA. C'est vraiment très très important si vous voulez pas subir la réforme. Mais très certainement, donc, c'est une forme d'intelligence artificielle finalement qui va permettre. J'ai pas dit générative. Je sais que tu es sensible au sujet. Exactement. On va pouvoir automatiser les déclarations. Et très certainement, l'administration fiscale va avoir des outils d'IA générative, très certainement, pour concaténer tout ça, faire ses contrôles, faire ses tests. Donc, on va très certainement aussi, et c'est à la fois une affirmation, mais un petit questionnement pour toi, on va très certainement aussi bientôt parler d'IA à IA. C'est-à-dire une IA va parler à une IA. Complètement. Donc, ce sont des systèmes qui vont se parler entre eux pour fluidifier, pour apporter toujours plus de précision dans la collecte et surtout déployer des outils de contrôle toujours plus performants. Tu n'es pas censé ignorer que ça fait des décennies, par exemple, que l'administration fiscale utilise l'imagerie satellite pour repérer les piscines et qui n'a pas déclaré sa piscine ou qui n'a pas déclaré l'extension de sa maison. Voilà, ça fait également des années que l'administration fiscale épluche la presse people pour dire « Ah, mais tel artiste, à telle date, il a fait une soirée à Saint-Tropez alors qu'il m'a dit qu'il était à l'étranger. Ah, mais non, ça va pas, ça. Voilà, donc, il y a des cas concrets. Donc l'IA générative et tous les systèmes qui vont autour va permettre à l'administration fiscale d'avoir des solutions de contrôle plus performantes et toujours plus inventives. Ok, bon. L'IA, là, ça va être quelque chose. Mais bon, ok. Et alors, dans tout ce qui est déclaratif, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qui va rester pour le comptable ou le collaborateur comptable de cabinet d'expertise comptable ? Nous avons aujourd'hui des systèmes d'intelligence artificielle, générative ou pas, qui sont extrêmement puissants, extrêmement précis et qui vont continuer à progresser. Après ça, ce qui va rester à l'humain, ce sont les arbitrages. L'idée n'étant pas de dire quelle est la meilleure solution, mais quelle est la moins pire. Parce que c'est ça aujourd'hui, les arbitrages fiscaux. C'est où est-ce que ça vous fait le moins mal et quelle est l'option que l'on va pouvoir prendre qui va limiter on va dire, la friction fiscale, pour ne pas dire la douleur. Donc, c'est ça la question. Et ça, malheureusement, une machine peut fournir une évaluation. Ou heureusement. Ouais, ou heureusement. C'est toujours le verre moitié vide ou moitié plein. Ouais, exactement, oui, ça peut soulager. Effectivement, si on choisit les bonnes options. Mais la question, c'est ça. Il n'y a pas de bon arbitrage, il y a simplement les arbitrages qui sont les moins douloureux, et ça, c'est les humains qui les prendront, parce qu'ils sauront les expliquer et les justifier à leurs clients ou à leurs patrons. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va rester.
Tout comme ce qui va rester, ce sont bien évidemment toutes les situations particulières, et il y en aura un certain nombre en fonction de, effectivement, je rentre sous le coup de cette histoire de taxation du patrimoine, mais j'ai un petit bout de forêt qui m'appartient. Ah, alors ça veut dire qu'on peut défiscaliser ci, ça, et ainsi de suite. Voilà, après on a des montages complexes. Encore une fois, il faudra un certain nombre d'années avant que les IA soient capables de couvrir tous les cas de figure, toutes les exceptions. Donc il y aura encore pas mal de traitements manuels, mais surtout de validation manuelle qui restera toujours obligatoire. Ok. Donc là encore, sur la partie déclarative, oui, les choses vont être automatisables, automatisées, Petit à mais petit. tous les sujets, particularités, cas isolés, arbitrage, stratégie, entre guillemets, fiscale ou optimisation, tout ça, il y aura encore la place pour tous celles et ceux qui sont intéressés par le sujet, qui veulent conseiller leurs clients, etc., etc. Il y aura une grande place pour l'humain. Donc, ok. Donc ça, c'est clair. Il y aura toujours la place pour l'interprétation. Celles ou ceux qui sont déjà allés voir un fiscaliste ont déjà été dans des cas de figure où effectivement on a un conseiller qui vous dit on peut faire ça, mais je le sens pas. Je vous conseillerais d'éviter. Ok. Sinon, ça va se voir, ça va attirer l'attention, ça va déclencher des choses en cascade. Mieux vaut ne pas y aller. Voilà. Donc c'est sur l'interprétation du risque où là l'humain reste toujours indispensable. Et après sur le déclaratif aussi, je pense qu'il y a des choses irrationnelles, hein. On a vu Oui. des ministres Oui, avoir des phobies. oui, Non, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est il y a aussi un côté. complètement. Voilà, aujourd'hui, tout le monde, via son contrat de mutuelle, peut appeler un médecin en ligne, mais il y a peut-être, je sais pas, 5-10% des gens qui le font, on continue à aller chez Oui. le médecin parce que ça nous Aux rassure. urgences. Ouais, Ça nous voilà, rassure. voilà. Donc, Complètement. il y aura toujours, je dis pas que ça sera majoritaire, mais je pense qu'il y aura toujours ce petit L'irrationnel où t'auras qui est lié à voilà, l'être humain, et où tu auras complètement. envie de parler à quelqu'un, Oui, tu auras envie de te confier, oui. voilà. Et quand tu fais des déclarations fiscales, et encore plus avec des gros montants, c'est toujours rassurant. Voilà. Ok. Troisième et quatrième sujet, on va les traiter un peu en même temps parce que finalement ils sont liés. C'est la production des états financiers, donc l'établissement des états financiers et le reporting, hein. Donc reporting, si je vulgarise, ce sont des micro-états financiers qu'on sort à fréquence plus élevée que le bilan ou que les états financiers annuels. Donc là, pareil, c'est la question de qu'est-ce qu'on a automatisé ou qu'est-ce qu'on va automatiser et qu'est-ce que on va encore laisser comme petit champ d'intervention finalement pour l'humain. Donc comment tu vois les choses là-dessus? Comme précédemment, on va automatiser toujours plus de choses au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on arrive à faire des situations intermédiaires tous les trimestres. On va en faire tous les mois, on va en faire toutes les semaines. Ok. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité, ça va nous permettre d'anticiper un petit peu mieux, d'être beaucoup plus fin dans le pilotage au quotidien. Ça va nous permettre également, on va avoir des systèmes qui vont être capables d'expliquer pourquoi ils ont quel type d'écart ils ont détecté, en quoi est-ce que c'est une anomalie, quelle est sa gravité, quelle est sa cause, comment est-ce qu'on peut y remédier. Voilà, donc tout ça, ce sont des explications qui pourraient être fournies par l'IA. Ok. À partir du moment où on l'aura nourrie avec suffisamment de cas de figure, voilà, pour qu'elle puisse correctement interpréter et évaluer une situation. Ok. Donc, et moi j'ai des clients souvent, donc bon, tu as les comptes annuels, tu as parlé, il y a les comptes, les situations intermédiaires, donc pour ceux qui ne savent pas, mais en gros c'est un bilan tous les mois ou tous les trimestres, ou voilà, si je vulgarise. Parfois il y a des clients tu vois, qui sont des businessmen ou des businesswomen qui ne maîtrisent pas nécessairement la comptabilité. Ils me disent, moi je voudrais ma comptabilité à jour tous les jours. Tu vois, ils me disent ça. Moi, je veux pas un bilan annuel, ça m'intéresse pas votre truc. Bilan annuel, je m'en fous. Puis en plus, vous me le donnez en mars alors que j'ai clôturé en décembre. C'est 3 mois après, vous arrivez trop tard. Voilà. Donc il y a les entrepreneurs les plus, tu vois, les plus ambitieux et les plus, ils veulent des trucs plus vite. Ils veulent des trucs plus précis. Ils s'en foutent que ton chiffre d'affaires soit dans la moyenne des gens d'à côté.
Parce qu'en fait, ça veut rien dire. Par contre, ils veulent savoir si ton effet volume est supérieur à l'effet volume, c'est-à-dire si tu as pris plus de parts de marché ou pas. Ils veulent savoir si tu es un prestataire où tu vends des jours hommes, si c'est le nombre de jours que tu as en plus ou en moins, ou si c'est ton taux horaire qui n'est pas le même. Ils veulent savoir pour un boulanger ou un groupe de boulangers si le kilo de farine, tu l'achètes 3 centimes plus cher ou 3 centimes moins cher. Et ils veulent tout ça quasi pas tous les jours, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire? Ils veulent ce degré-là. Donc, plus de précision, de granularité, de fréquence. Voilà. Donc ça, c'est quand? Voilà, concrètement. C'est quand est-ce qu'on pourra... A priori, on pourrait le faire dès maintenant. Le tout, c'est de pouvoir l'industrialiser et de pouvoir le contrôler facilement. Donc il faut faire évoluer les outils métiers, et ça dès le début de la chaîne, donc au niveau de la captation des chiffres, de la saisie, jusqu'à la fin, donc la restitution auprès du décideur. Donc il faut intégrer les modèles génératifs dans tous ces outils. Ça prend un petit peu de temps. Okay. Mais c'est qu'une question d'années, hein. On va y venir largement avant les 5 ans, largement. Donc là, on parle des 2 prochaines années. D'accord. Ah bah, c'est dit au moins. Ok. La tenue comptable, on l'a dit tout à l'heure, hein, peut-être 40-50% du chiffre d'affaires en moyenne. Hein, y a, je pense, des cabinets chez qui ça représente très très peu. Et aujourd'hui, et il y en a d'autres où c'est peut-être 80%, je dis n'importe quoi. Là, on est clair. Du coup, ces gens-là, on leur enlève un bout. Ensuite, on dit que le déclaratif, on leur enlève un bout. Là, peut-être on leur enlève encore 10-20%. Ok, très bien. Sur la partie état financier, le bilan, c'était toujours, et c'est encore un peu le Graal de l'expert comptable. C'est le rendu de fin d'année, c'est le bulletin. Voilà, on donne à son client son bulletin, on lui dit t'es bien, t'es pas bien, voilà. Il y a même des cabinets, voilà, chez qui c'est la remise du bilan au client, c'est sacralisé, c'est cérémonial. Voilà, exactement. T'as le cérémonial. Pareil pour un directeur financier, c'est l'aboutissement de l'année, il donne le résultat à ses actionnaires. Voilà. Bon, on est en train de dire que demain, on pourra avoir une granularité, une régularité, une fréquence accélérée. Bon, donc on va venir, on sera capable de faire des bilans en un claquement de l'œil. Ok, très bien. Du coup, ton DAF ou ton expert comptable là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? S'il produit plus, s'il est plus... Ce qu'il va faire, c'est qu'il sera moins réactif. Ah mince, on est déjà en mars, il faut que je fasse le bilan. Mince, je suis en retard. Et il va être plus proactif. Oui, je suis dur, mais oui. Et il va être plus proactif, c'est-à-dire anticiper ce qui va venir. Et c'est là où les IA sont intéressantes, c'est qu'elles nous offrent des outils de simulation très puissants. Et c'est là où l'expert comptable ou le DAF va avoir tout son intérêt, puisqu'il va être là pour valider les simulations ou les hypothèses. Notamment, ils vont être là, par exemple, pour évaluer l'exposition au risque, en disant non, là je pense que le risque est exagéré, ah non, là il est sous-évalué. Voilà, c'est en ça que son interprétation va être importante, en fonction de son expérience, en fonction de sa connaissance du marché, de l'environnement, de tout ce que tu veux. Donc là, ils vont être vraiment indispensables pour pouvoir valider les hypothèses, pour pouvoir évaluer le risque, pour pouvoir expliquer tout ça, soit à un client quand on est un expert comptable, soit à son patron quand on est un DAF, pour lui dire voilà la situation, voilà à quel point c'est grave ou ça n'est pas grave, voilà nos options et voilà celles que je recommande et pourquoi. Ok, donc si je résume, on a un gros machin dans lequel on va rentrer un certain nombre de choses, et c'est sur ces choses-là que l'expert comptable et le DAF, en tout cas en amont, ils vont être sollicité, dans le sens où il va falloir prompter, ou on appellera ça peut-être autrement, j'en sais rien, mais il va falloir prompter, c'est-à-dire il va falloir expliquer dans quelle situation, dans quel cas de figure on est, quels sont les risques, quelles sont l'aversion au risque, parce qu'aujourd'hui, tu peux comptabiliser de 2 manières, 3 manières différentes une situation. Tout va dépendre de si tu veux payer plus d'impôts maintenant, plus d'impôts dans 2 ans, moins, quel va être l'avis de ton actionnaire, quel va être... Machin. Donc, il va falloir être capable, si je résume ce que tu dis, de dire à la machine ou à la technologie, finalement, voilà, quels sont mes risques, quelle est mon aversion au risque, quelles sont les hypothèses de construction des états financiers sur lesquels tu dois travailler. Donc, il va y avoir un gros travail
Tu disais, la compréhension du marché, des concurrents, Hmm. voilà. Donc, il va y avoir un gros travail C'est d'appropriation du contexte. exactement. C'est s'assurer que les données que l'on fournit à l'IA soient correctes, s'assurer qu'on lui fournisse également un contexte suffisamment riche pour que l'IA puisse établir des scénarios, des hypothèses, des analyses de risque qui soient suffisamment précises. Et après, c'est l'humain, donc l'expert comptable, le DAF, qui va interpréter ça et qui va choisir ce qui lui semble le plus réaliste. Ok. En ce sens, on va avoir une évolution de métier, comme on l'a constaté dans d'autres domaines, par exemple dans la vente. Ne pensez pas qu'un commercial, aujourd'hui, il passe des coups de fil au hasard jusqu'à ce qu'il arrive à faire une vente. Ça fait des années que le travail de prospection, il est automatisé, notamment avec des systèmes comme Salesforce, qui ont un principe de NBA, Next Best Action. Donc le commercial, il arrive le matin. Toute la nuit, le système a compilé toutes les données qu'il a et il lui fournit une liste de 5 coups de fil à passer en disant « Moi, je pense que tu as 5 coups de fil à passer ce matin, c'est ceux qui ont le plus de chances de transformer avec telle offre à tel prix. » Et le travail du commercial, c'est de dire « Ok, je comprends pourquoi il me les a recommandés. Le pricing est le bon, mais j'ai en tête une petite marge de manœuvre. Allez, je me concentre. Si je passe ces 5 coups de fil dans la matinée, ma journée, elle est faite. » Donc on va lui pré-mâcher le travail et il y aura toujours ce dernier kilomètre qu'il devra faire parce que voilà, il y a un petit peu de subtilité, il y a un petit peu d'irrationalité qui est liée à la part humaine, mais on va mâcher le travail. Ok. Moi, ce que je retiens, c'est le dernier kilomètre, mais le premier aussi. C'est-à-dire en amont, Ah bah oui. les fameux risques, le contexte, le machin, le truc. Oui. Donc ça, c'est le premier kilomètre. Et après, tu as le dernier kilomètre. Où, Exactement. Le Ok. finish. Exactement, le finish. Ok. Donc là, on commence à toucher un peu à finalement, enfin, on a via l'étude des domaines de la comptabilité et de l'impact de l'IA générative sur ces domaines, on a un peu vu tout ce qui est tout le champ des possibles et les quelques limites dans les différents domaines. Bon, ok. Plus généralement, quels vont être, selon toi, toujours pour les mêmes acteurs, donc le DAF, l'expert comptable, quelles vont être les limites de l'IA? Voilà, ou quelles sont les limites de l'IA à l'heure actuelle? Ah bah, on a des limites qui sont légales et qui sont également éthiques. Par exemple, toutes les décisions de gestion, je ne crois pas qu'une IA ait le droit de faire ça. Donc on a toujours cette décision humaine qui est obligatoire, on appelle ça le human in the loop, donc il faut qu'il y ait un humain qui le valide. Voilà, c'est quelque chose qui est légal et en plus c'est éthique. On ne va pas laisser faire une machine voilà, prendre des décisions impactantes. Donc attends, dois-je recruter? Dois-je investir? Dois-je décruter ou désinvestir? Voilà, c'est plutôt ça Ouais. voilà. Parce Ok. que recruter, oui, moi je veux bien qu'une machine elle recrute, ça c'est pas gênant. Par contre, licencier, oui, là effectivement, il faut qu'il y ait une validation humaine. On peut pas laisser la machine faire. Ok. Sinon, elle va licencier tout le monde et elle va dire, bah non, moi je parie sur un progrès technologique qui fait qu'on n'aura plus besoin des humains. Voilà, Ok. faut me dégager tous ces humains. Ok. Oh, non, ça se passe pas comme ça. La fameuse stratégie, qu'elle soit financière, fiscale, Ouais, pareil, exactement. il faut que ça soit La encore- recherche du profit maximal, il y a peut-être une dimension éthique à prendre en compte là. Ouais, bien sûr. Ok. Non, mais hors d'une dimension éthique, c'est tout ce qui va être un peu plus stratégique. Aussi, Exactement. on a parlé des cas particuliers, où on a vu qu'à chaque Oui. fois qu'il y avait des cas particuliers, bon. Est-ce que toute entreprise n'est pas un cas particulier quelque part? Bah, si. Si, mais donc c'est les fameux premiers et derniers kilomètres où tu auras encore, voilà, oui. mais je pense, moi, ouais, il y a peut-être des cas particuliers ou des contextes, voilà, dans lesquels il va falloir faire, enfin, comment dire, on ne pourra pas se contenter de ce que la machine, enfin, je dis la machine à chaque fois, mais On ne pourra c'est un pas peu se old contenter school, quoi. d'une simulation qui soit la plus rationnelle. Voilà, il y a une part d'irrationalité qu'il faut Voilà. prendre en compte. Ok, et alors moi, il y a un dernier truc qui est quand même important. Alors là, c'est plus peut-être pour les experts comptables. En tout cas, moi, je le pense là, plus pour les experts comptables, le sujet de la responsabilité. Aujourd'hui, les experts comptables sont extrêmement attachés à leur diplôme, sont extrêmement attachés à leur statut, puisqu'on a un statut de profession réglementé. À ce stade, on a un tampon, entre guillemets, qu'on appose sur les comptes de nos clients, une signature. Demain, l'IA va pas pouvoir signer à la place, voilà, va pas pouvoir engager sa responsabilité.
L'IA, c'est un outil à la disposition d'eux, en tout cas aujourd'hui. Tu parlais de Terminator, j'espère qu'on va pas en arriver là. Euh, donc, donc, euh, et donc ça, à la fin de la fin, on revient peut-être toujours encore aux derniers 100 mètres du dernier kilomètre. Mm. À la fin de la fin, un DAF, c'est lui qui mettra sa responsabilité sur les comptes qu'il remet à l'actionnaire et à son management. Oui. Et un expert comptable, c'est lui qui prendra sa responsabilité. Oui. Et encore plus du fait que, je te dis, il y a une mission réglementée. Donc, il prend une responsabilité aussi par rapport à son ordre, à son client, mais aussi par rapport à son ordre. Donc ça, demain, voilà, ça sera conservé par ces acteurs-là. Il y a un cadre légal, effectivement, il y a la loi, il faut s'y conformer. Il y a également un cadre culturel, c'est quelle est la limite que l'on décide, c'est jusqu'où la machine peut aller. Là, c'est culturel, encore une fois. Je vais te donner un exemple tout simple. Aux États-Unis, on est sur un principe de justice algorithmique. Donc, tous les petits dossiers qui doivent passer en justice, aujourd'hui, sont automatisés. Parce que les Américains sont pragmatiques et qu'ils ne s'embêtent pas avec ça. Chose qui fait hurler les Français qui disent mais non, mais c'est pas une une machine peut pas on peut pas rendre la loi, c'est impossible. Voilà, nous on est un peu plus humaniste, tout ça. On est là, la différence elle est culturelle parce que c'est la même technologie. Ok. Et on sait que la technologie sait faire sans aucun problème. Simplement, le facteur limitant c'est la culture. Ok. Bon. Ok, donc la responsabilité légale, la certification. Voilà, aujourd'hui, ça va être dur de demander à Gemini de signer à la place d'un expert comptable. De toute façon, il n'en a pas la possibilité légale aujourd'hui. Ok, et écoute, moi je propose peut-être maintenant qu'on discute et pour un peu clôturer ce podcast. Exactement. Conclut. Exactement. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de se dire où est-ce qu'on va là, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on doit faire dans les 5 prochaines années. Voilà. Je suis expert comptable, je suis DAF. Où est-ce que je vais et qu'est-ce que je dois faire? Moi, c'est ça que je veux discuter avec toi. Il y a déjà la réalisation qu'effectivement, les métiers de la comptabilité vont changer. Ça fait longtemps qu'on en parle. Attention, hein. Le truc, c'est que là, on y est pour de vraiment vrai. Donc maintenant, on change. T'as raison. Moi, je suis rentré dans la profession il y a une vingtaine d'années. Oui. On m'a annoncé des changements. Non, mais on me les annonce. Alors, ils arrivent quand même toujours plus tard. Mais moi aussi, il y a 20 ans, les agents autonomes, les agents intelligents, on en parlait il y a 20 ans déjà. Mais bien sûr. Simplement, aujourd'hui, on y est. Ouais, c'est vrai que c'est indéniable. Ok. Donc, voilà. Quel est le rôle demain de l'expert comptable? Qu'est-ce qui va devenir là-dedans? Quelles sont les mutations RH et les mutations de compétences qu'on va devoir intégrer? Voilà, tous ces sujets-là, quoi. On connaît déjà le scénario. Donc, si on déporte sur les IA toute la partie fastidieuse, donc la saisie, la production des états comptables, des documents, déclarations et tout ça, voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'analyse et il reste le conseil. Donc le comptable se transforme en consultant et fait du travail à plus forte valeur ajoutée pour accompagner son client qui a le nez dans le guidon et qui n'a pas forcément la possibilité de prendre du recul et de faire des décisions éclairées. Ok. On y est. Ça fait des années qu'on en parle. Là, pour le coup, je suis dans la profession et je peux te dire effectivement, et même ça fait peut-être 2-3 ans où tout le monde dit, les clients, les experts comptables, tout le monde dit, moi je veux faire du conseil. Voilà. Après, il y a ceux qui le disent et ceux qui le font. Voilà, donc ok. Donc ça, c'est indéniable. Alors tu vois quoi comme nouvelle mission pour l'expert comptable du coup? Comme on l'a dit, il s'est passé du réactif, ah mince, faut que je fasse mon bilan, au proactif. Ok, on va se projeter sur l'an prochain ou même sur dans 2 ans. Donc 2 ans, c'est loin. Il y a beaucoup d'inconnus. On va émettre des hypothèses et on va essayer de mieux comprendre ces hypothèses, de les hiérarchiser en fonction de leur probabilité de réalisation. Et on va commencer à anticiper des décisions, que ce soit des montages fiscaux ou autres. Ok. Voilà, donc c'est se projeter, c'est de l'analyse prédictive en fait. Ok. Ouais, alors aujourd'hui, je peux te dire qu'on en est loin. On court après les pièces et demain, il faudra faire de l'analyse prédictive. Bon. Ce sont les clients la pression, elle est sur les clients parce qu'ils ont besoin de se projeter, ils ont besoin d'anticiper. C'est eux qui ont la pression, c'est pas les comptables. Non, par contre, c'est vrai, là, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que si les clients veulent avoir les analyses, enfin, s'ils veulent avoir la data
made in IA générative et l'analyse de l'expert comptable sur la data, il va falloir se mettre au diapason au niveau va falloir de être la à jour. communication des pièces et être à jour. Ouais. Donc effectivement, tu as raison. Il n'y a pas que les experts comptables qui vont courir après le train. Mais on y vient rapidement avec la facture électronique et ainsi de suite. Ouais, mais t'as raison. On y vient. À la Mais systématisation de la il n'y aura plus de numérisation puisque la production sera numérique d'entrée. Donc là, on a des effets hétérogènes Oui, qui viennent... Structurels. Voilà, oui, structurels, exactement, réglementaires, qui vont venir filer un coup de main, entre guillemets, au système. Ok. En termes de mutation RH, qu'est-ce que tu en penses pour les experts comptables? Qu'est-ce que tu vois comme métiers qui vont pouvoir naître de tout ça? ah bah de tout ça, on se dirige immanquablement, encore une fois, vers un scénario où les métiers vont évoluer. Donc il va falloir faire monter en compétences un comptable ou un expert comptable sur les métiers d'audit, de conseil. Il va falloir également s'assurer qu'il soit à l'aise avec l'outil informatique, les outils numériques, avec la manipulation des intelligences artificielles, qu'ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses. Et là, malheureusement, on est face à un goulot d'étranglement parce que ce n'est pas 1 à 2 journées de formation par an qui vont suffire. On y revient, ouais. Donc là, il va vraiment falloir que d'un côté, on repense la formation professionnelle en entreprise, avoir plus de souplesse, et de l'autre, il va falloir qu'on ait des salariés qui jouent le jeu et qui acceptent d'investir un petit peu de temps et d'énergie pour monter en compétences et accessoirement maintenir leur employabilité. Ça n'est pas un gros mot. Je veux dire, on peut en parler, c'est possible. Oui, bien sûr. Ah, mais attends, aujourd'hui, il y a même des salariés qui viennent Voilà. nous voir en nous disant, d'ailleurs, je pense qu'ils ont la bonne approche. Ils disent, on voit bien tout ce qu'on vient de se dire, et ils disent, Plutôt mais que de faire finalement, l'autruche. voilà, exactement. Plutôt que de faire l'autruche, ils viennent nous voir, ils nous disent mais qu'est-ce que t'en penses et comment tu vois les choses et comment du coup on va évoluer. Déjà, comment la structure va évoluer, la nôtre ou celle des confrères ou consoeurs, mais comment la structure va évoluer et comment nous on va pouvoir évoluer dans la structure. Ah, tu vois, parce que c'est pareil, si tu mises sur le mauvais cheval, si ton employeur il est à l'arrache, pardonnez-moi l'expression, t'auras beau avoir toutes les bonnes intentions, vouloir être le roi du dernier kilomètre, ou du dernier 100 mètres. voilà, ou du dernier 100 mètres, il se passera rien. Donc en fait, il va y avoir aussi un tri qui va être effectué, c'est-à-dire que le cabinet ou la direction financière moderne, elle va être beaucoup, mais il va y avoir un effet accélérateur, 1000 fois plus attractive. Oui. Parce que là où avant tu pouvais compenser par un salaire, tu pouvais compenser par des avantages. Oui. En fait, si tu prends pas le train de l'IA, tu pourras plus proposer déjà ces salaires parce qu'en fait tu seras largué. Donc en fait, ta compétitivité, elle va exploser en plein vol. Donc il va y avoir aussi un petit ajustement là-dessus. Il y a le salaire et la pénibilité. C'est qui Bien a sûr, envie de passer bien sûr. 40% de son temps à faire de la saisie Bien et du sûr. rapprochement Ah, mais de t'as raison. bancaire. Mais T'as non, mais raison. c'est un enfer. Personne ne devrait faire ça. C'est un enfer. Mais ceci dit, tu as toujours les euros qui sont sur le haut de la pile ou pas loin du haut de la pile. C'est pour ça que je parlais de l'argent, mais tu as raison, il y a la pénibilité au travail. Et Et donner c'est du un excellent sens point. à son travail. Oui. Et donner du sens à son travail. Ah, mais ça, c'est clair. Donc pour moi, il va y avoir une petite remise à niveau et ça, il va falloir se positionner dans le bon wagon. Rapidement. Exactement. Merci pour ces éclaircissements. On arrive bientôt au bout. Moi, je voudrais finir sur du pragmatisme. Même si c'est un sujet, et on s'en excuse, on a essayé d'être le plus pragmatique possible, mais c'est vrai qu'il y a encore de l'immatériel dans tout ça, il y a encore beaucoup de questionnements, mais on a au moins le mérite d'essayer avec toi de répondre à certaines questions. Moi, le dernier point que je veux traiter, c'est je suis expert comptable, je suis DAF, donne-moi 3 idées à 1 an, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, 3 mots-clés ou 3 idées clés sur lesquelles il va falloir que je me bouge sérieusement. Oui. Et si j'ai écouté ce podcast demain, qu'est-ce que je fais? Voilà, pour me préparer à tout ce qu'on vient de se dire. Concrètement, à court terme, je l'ai dit, le plus important, c'est la montée en compétences. Or, aujourd'hui, problème, on a un système de formation continue qui n'est pas adapté. Donc ça veut dire un travail très sérieux avec la direction générale, la direction administrative et financière, la direction des ressources humaines pour trouver un système de montée en compétences viable. Parce qu'on va avoir beaucoup de choses à leur apprendre en peu de temps. Ouais. Donc, il faut arriver à craquer cette équation à court terme. Et tout le monde va y passer. Tout le monde va y passer. Donc moi, je t'en parlais tout à l'heure au déjeuner. Moi, j'ai une théorie
qui est la suivante. C'est la mienne et voilà, je reste humble, mais à mon avis, on va passer par une phase transitoire où, comme tout le monde va vouloir se former, Oui, qui va traiter le boulot de tout le monde? exactement. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il va falloir être accepté. À mon avis, il va y avoir un coût Il va falloir travailler plus dur. sévère. Il va falloir travailler plus dur. Il va y avoir un coût sévère de réadaptation. Donc, je pense qu'il va y avoir un coût financier, parce qu'on va avoir. Oui. Les personnes ne pourront pas être formées et en même temps faire leur travail. Non. Donc, peut-être elles vont pouvoir absorber 10% de travail en plus, mais elles ne vont pas absorber 100% de travail en plus. Donc, il va falloir traiter le run, traiter le courant et en même temps upgrader, faire monter tout le monde dans le bateau. Donc ça veut dire un coût, hein, quelque part, un doublon de coût. C'est mathématique. Et ça, voilà, va falloir être bon. En plus, tout le monde va vouloir faire en même temps. Bah oui. Donc voilà, donc t'as un boulot à vie, cher Frédéric. Tu vas pouvoir prodiguer tes théories et aider les entreprises. Théorie et pratique. Voilà, et pratique, exactement, j'allais le dire. Tu vas pouvoir nous aider, mais vraiment, ça va être un vrai sujet, quoi. Exactement. Donc, à court terme, pour Formation. moi, le sujet le plus important, c'est formation ou, de façon plus générale, la montée en compétences. Ok. À moyen terme, l'autre sujet, c'est à partir du moment où la montée en compétences sera effective et qu'on aura implémenté les bons outils, on va économiser du temps puisqu'on va déléguer à la machine des tâches répétitives. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire de ce temps restant? On va trouver des nouvelles missions. Donc ça veut dire, pour un cabinet comptable, définir de nouvelles offres. Pour une direction administrative et financière, ça veut dire de définir de nouvelles fiches de poste. Ok. Donc, en gros, comment faire progresser, comment monter en gamme pour avoir des missions à plus forte valeur ajoutée. Ok. Donc ça se prévoit à l'avance. Et encore une fois, c'est une discussion avec la direction générale, la direction des ressources humaines, toutes les parties prenantes. Ok. Et là encore, on en revient sur le conseil, la stratégie, Exactement. tout ce qu'on s'est, l'optimisation, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Exactement. Ça, c'était pour le moyen terme. Et à plus long terme, je pense qu'on est, je ne t'apprends rien, hein, dans une phase de transformation globale, la 4e révolution industrielle. Donc ça veut dire que beaucoup de choses vont changer. On va avoir un basculement civilisationnel. On va revoir tout le modèle économique, social, fiscal, tout ce que tu veux. Donc, il faut qu'on ait des outils de pilotage suffisamment puissants pour ça. Donc, il faut que l'on puisse expliquer à l'IA la situation, lui fournir suffisamment de contexte pour qu'elle puisse émettre les bonnes hypothèses pour qu'on y voit plus clair. Donc ça veut dire avoir une vision holistique de tout ce que je dois prendre en compte, donc de la donnée de qualité qui soit disponible et essayer de casser les silos en entreprise, encore une fois, pour pouvoir laisser les IA faire leur travail d'assimilation de toutes ces informations pour émettre des hypothèses, pour correctement piloter et se préparer à l'avenir. Ok. Donc à long terme, c'est avoir une vision holistique de l'entreprise et savoir la fournir, la transmettre aux IA. Ok. Parce que c'est pas en uploadant 2-3 PDF et 2-3 PowerPoint ou grilles Excel qu'on va y arriver. Hein. Non. Non, ça marche pas comme ça. On est d'accord. Ok. Écoute, merci. Merci pour ces visions court terme, moyen terme, long terme. Bon, bien sûr, voilà, c'est la vision aujourd'hui, et très certainement que si on faisait le même podcast demain, enfin, quand je dis demain, dans 6 mois, dans 1 an, oui, il y aurait quelques petits changements oui. à ce qu'on raconte. Mais c'est toujours intéressant de se projeter à date. Moi, si je devais retenir quelques messages pour nos auditeurs ou quelques idées qu'on a évoquées, c'est qu'il n'y aura pas un remplacement à 100% de l'être humain. Par contre, il va y avoir une sérieuse transformation et une sérieuse automatisation. Le professionnel du chiffre, que ce soit le comptable ou en entreprise ou l'expert comptable ou le collaborateur de cabinet d'expertise comptable, il va devoir s'adapter, il va devoir être plus fort sur l'amont, les hypothèses, le cadre, le contexte, la stratégie, et il va devoir garder ses prérogatives sur la validation, la certification, donc toute la partie réglementaire. Donc ça, à mon avis, il va falloir aussi se battre. Exactement. Pour pas que le marché se libéralise trop, parce que si le marché se libéralise trop,
on va perdre le fameux dernier 100 mètres qu'on a, en tout cas quand je dis on, je Qu'on me a mets dedans, évoqué. c'est les experts comptables. On va perdre ce fameux tampon et cette fameuse, ce côté réglementaire de bout de chaîne. Donc ça, effectivement, je pense qu'il faut qu'on se batte. On va pas vraiment être remplacé, mais voilà, va falloir entamer une mutation importante. Oui. On va bien entendu garder toute la partie relation client, responsabilité légale, bon, je viens d'en parler, et contextualisation. OK. Comme mot de la fin, mais je te laisserai bien sûr rebondir, je pense que moi, ce que je retiens, et même pour nous chez Impulsa, c'est il est, je dirais pas urgent, mais il va falloir agir rapidement. Voilà. Et notamment sur les sujets de formation sur lesquels tu as largement, tu as insisté tout à l'heure. Formation, Voilà. outillage, qualité de la donnée. Ça fait des années qu'on en parle, d'accord? Ne faites pas comme si vous découvriez. Voilà. Aujourd'hui, c'est le moment, on y est, il faut passer à l'action. Ok, donc on structure notre donnée, la donnée de nos clients, et on forme. Voilà. Exactement. Moi, On monte en compétences et on s'outille correctement. Ok. Frédéric, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Merci de m'avoir invité. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces sujets et tes idées. Et voilà, ça a été un plaisir de préparer ce podcast avec toi. Et j'espère te revoir prochainement pour peut-être des sessions de formation. On se revoit dans un an pour faire le point sur les évolutions. Exactement. À bientôt. Bonne fin de journée.